Vous vouliez soulever une question, mais je pense que au milieu, ça a été résolu. Madam President, I would, in any event... Maître Kaufmann, Madame la Présidente, en tout état de cause, je souhaiterais aborder la question, mais permettez-moi de consulter mon client pour une minute, s'il vous plaît. My client feels... Mon client estime que la question a été réglée après avoir lu le message qui a été passé, mais je ne souhaite pas que M. McDonald pense qu'il y a quelque chose de secret. Je vois qu'il est occupé pour l'instant, mais si vous me permettez, à huis clos partiel, je pourrais lui expliquer ce qui se passe de façon à ce qu'il sache exactement. À huis clos partiel, comme ça, il n'y aura plus de mystère. Nous sommes en audience publique, Madame la Présidente. Alors, Maître Kaufmann, nous devons faire la pause à 11 heures. Est-ce que vous préférez commencer maintenant? Ou sinon, peut-être on peut commencer à faire la pause maintenant et on revient dans une demi-heure. Peut-être ça serait mieux. My client instructs me to... Mon client me donne instruction de commencer maintenant et je n'ai rien contre commencer maintenant. Qu'il faut de toute façon faire la pause à 11 heures. Merci. Very good. Très bien. Madam President, Madame le Président, Mesdames les juges, je vais vous ramener, si vous me le permettez, au 14 décembre 2010, à l'hôtel du Golfe à Abidjan. Le bar à cocktail était à sec, le service d'étage n'était plus assuré et les derniers courageux touristes étaient partis. Et pourtant, dans ce contexte assez sordide, des bouchons de champagne sautaient. Monsieur Alassane Ouattara, Monsieur Guillaume Soro et un groupe d'acolytes célébraient non pas une victoire claire, comme l'a dit Madame Bensouda, mais une victoire électorale dont certains diront qu'elle était très contestée et dont en tout cas on peut dire qu'elle était très douteuse. Ensuite, lorsque la fête s'est arrêtée, M. Ouattara a pris un papier, un crayon et a commencé à gérer les affaires de l'État. Et l'une des premières choses qu'il a faites était d'écrire une lettre. Le 14 décembre, il a écrit une lettre à l'ancien procureur général de la Cour pénale internationale, M. Luis Moreno Ocampo. Dans cette lettre, M. Ouattara a rappelé à l'ancien procureur la déclaration au titre de l'article 12.3 que son rival et ennemi juré, M. Laurent Gbagbo, avait fait 7 ans plus tôt. Il n'a pas fait cette déclaration, à mon avis, simplement pour un objectif purement altruiste, non pas pour les victimes et certainement pas dans l'objectif de la justice.
Je dirais que c'est simplement une tradition qui est maintenant bien ancrée, celle du renvoi par les États africains. Il l'a fait simplement afin de se débarrasser d'un rival politique. Ce n'est pas surprenant non plus que l'ancien procureur, qui est un adepte de l'autopromotion, ce n'est pas une surprise, une semaine plus tard, il est sorti un petit communiqué de presse. Et ça n'est pas surprenant non plus que ce soit le contenu de ce communiqué de presse qui a contaminé le cours de toute l'enquête en l'espèce. Permettez que je cite ce communiqué de presse. Tout d'abord, que les choses soient bien claires, a dit M. Ocampo. Je n'ai pas encore ouvert d'enquête, mais si des crimes graves relevant de ma compétence sont commis, je le ferai. Par exemple, si, à la suite des discours de M. Charles Blé Goudet, il y a de la violence de masse, il sera poursuivi. Fin de citation. Donc, ces commentaires était quelque chose d'assez rare, de tout à fait rare, inédit. Même pour Monsieur Ocampo, mes collègues d'en face vont dire à quel point il était sage, à quel point il avait la capacité à prédire l'avenir. Moi, ce que j'ai dit, c'est exactement l'inverse. Comme vous le remarquerez, aucun des incidents dont est accusé M. Blé Goudet sont liés, même de loin, à un discours qu'il a prononcé avant le 21 décembre 2010, au moment où M. Ocampo a lancé son communiqué de presse. Cela confirme mes doutes que M. Ocampo a ciblé M. Blé Goudet bien avant les faits pertinents en l'espèce ne se soient matérialisés. Bien entendu, je n'aurais pas imaginé qu'un procureur procède de la façon. Le type de procureur dont j'ai l'habitude aurait dit au monde que si des crimes graves étaient commis en Côte d'Ivoire, il chercherait à diligenter une enquête afin de d'établir clairement les responsabilités. Il ne dirait pas verbatim « j'ai décidé que Charles Blé Goudet est une menace pour la société, donc je vais lui envoyer un avertissement bien senti avant de le poursuivre ». Alors, pourquoi M. Blé Goudet a-t-il été ciblé? Eh bien, regardons les choses en face. M. Blé Goudet était un phénomène. En fait, sa personnalité publique hors norme, une image créée par les médias, le précédait. Il était doté d'un charisme, d'éloquence, il plaisait aux gens et il avait le respect de toute une génération de la jeunesse ivoirienne. Sa loyauté à Laurent Gbagbo est de notoriété publique, ainsi que son dévouement à la population de Côte d'Ivoire. Mais l'accusation confond fierté et arrogance, le patriotisme et le chauvinisme et l'amour de son pays pour la haine et la haine contre les étrangers. Au cours des jours à venir, vous allez entendre l'accusation se contorsionner dans tous les sens pour vous convaincre que certains des discours prononcés par M. Blé Goudet avaient pour but de promouvoir la violence ou révélaient un plan commun criminels. Ils vont extrapoler des expressions les plus anodines et vous dire qu'il s'agit d'une intention délictueuse. Un exemple. Il n'y a rien en face, c'est maïs. Alors, Blé Goudet a-t-il inventé cette expression? Non, absolument pas. Que cela signifie-t-elle? Eh bien, on l'entend par exemple dans les stades locaux à Abidjan. Et en fait, c'est beaucoup plus poli que les injures qu'on entend, par exemple, lorsque Chelsea, Spurs ou Arsenal jouent le samedi après-midi. C'est simplement une façon d'exprimer sa confiance face à l'opposition. Et alors, si elle a été adoptée en masse par les partisans de Laurent Gbagbo l'ont adoptée, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle vraie campagne politique n'a pas un slogan qui se retient bien? Je ne vais pas nier que M. Blé Goudet a joué un rôle central dans la campagne pour la réélection de Laurent Gbagbo. Je ne nie pas non plus qu'il s'est battu
devant l'opinion publique et qu'il a contesté les élections. Je ne vais pas nier que M. Blé Goudé a utilisé la sympathie dont il bénéficiait ainsi que son charisme de façon à obtenir le résultat qu'il voulait. Je ne nie pas non plus qu'il a mobilisé la jeunesse au cours de grands rassemblements qui ont été organisés tout au long de la crise. Mais il y a toutefois une grande différence entre l'activisme public et une conduite pénalement répréhensible. Si M. Blé Goudé avait une véritable intention délictueuse, ce qui n'était pas le cas, il ne dirait pas en public, sachant pertinemment que tous les mots qu'il prononçait étaient diffusés à la télévision, étaient diffusés sur Internet et étaient enregistrés pour la postérité, aussi bien pour les historiens de Côte d'Ivoire et pour les collègues de Mme Bensouda. En fait, l'accusation, d'après moi, n'a pas une position tout à fait cohérente sur ce sujet. Par exemple, il y a un endroit dans le document de notification des charges, le paragraphe 262. D'après ce paragraphe, il semblerait que l'accusation avance que M. Blé Goudé parlait en code lorsqu'il s'adressait au public général, de façon à cacher son intention délictueuse. Mais ailleurs, l'accusation dit que les incitations à la violence étaient explicites. Donc, une chose, par contre, qu'on peut dire au sujet de M. Blé Goudé, c'est qu'il dit ce qu'il pense. Il est très direct et parle même de manière presque agressive. Mais même si son ton de voix est contraire à l'idée de la politesse que se font les Européens et contraire aux sensibilités européennes, cela ne fait pas de lui un criminel. Même si le contenu de ses discours peut être interprété comme étant xénophobe, alors que ce n'est absolument pas le cas, cela n'a rien d'illégal et n'est pas un encouragement explicite à commettre un délit pénal. Do not be mistaken. Ne vous méprenez pas. Monsieur Blé Goudé n'est pas accusé d'avoir prêché la haine raciste. Ce n'est pas un délit en droit international, en droit pénal international. Il est accusé d'avoir commis des crimes contre l'humanité dirigés contre les partisans de M. Ouattara, une catégorie vague de la population civile qui comprend toutes les religions, les origines et la croyance. Parce que l'accusation cherche à dépeindre M. Blé Goudé comme un islamophobe qui incendie les mosquées, tel que cela est dit dans le document de notification des charges. Elle a inventé un concept un peu bizarre, ce qu'elle appelle le partisan perçu de M. Ouattara. Mais perçu par qui? Dans l'esprit de qui? Certainement pas dans l'esprit de mon client, parce que nous allons prouver, et comme les preuves de l'accusation elle-même le montrent, les amis de M. Blé Goudé et ses alliés politiques étaient du Nord et étaient musulmans. Certains dirigeants connus de ce que l'on a appelé la galaxie patriotique étaient du Nord et étaient musulmans. Alors, comment définir ce partisan perçu de Ouattara? La réponse est très claire. Il est défini par ces caractéristiques que l'accusation pense qu'un partisan de Ouattara possédait ou ce qu'elle souhaiterait qu'il possède, de façon à ce qu'elle puisse accuser quelqu'un du délit de haine religieuse. Mais la crise ivoirienne n'est pas une crise religieuse et il est regrettable que l'accusation cherche à introduire cette notion dans les annales de l'histoire ivoirienne. Ne vous prenez pas. Le procureur, si le procureur avait pensé qu'elle avait les preuves pour avancer que M. Blé Goudé avait ciblé les musulmans, elle l'aurait accusé d'une attaque contre la population musulmane. En droit, elle a la possibilité de le faire. Elle ne l'a pas fait parce qu'elle sait que M. Blé Goudé est totalement innocent d'une accusation aussi grave. Revenons à la liberté d'expression. Mesdames les juges n'ont pas besoin qu'on leur rappelle qu'il s'agit d'un droit les plus fondamentaux et une caractéristique
caractéristique essentielle d'une société démocratique. Appeler au retrait des forces d'occupation et de l'ONUCI, appeler la population à empêcher le passage des chars et de véhicules blindés de troupes, former des chaînes humaines autour de bataillons, ne s'agit-il pas là des outils de contestation légitime de la société civile, a fortiori en temps de conflit et de changement de régime? Si cela n'était pas le cas, pourquoi le monde a-t-il applaudi aussi vigoureusement lorsque les étudiants de Tunisie et d'Égypte se sont soulevés au cours de ce qu'on a appelé le printemps arabe? Quel est le but de la liberté de parole, la liberté d'expression, s'il n'y a personne qui est assez courageux pour l'exercer? Et quel est l'intérêt de la liberté d'expression s'il n'y a pas des gens comme M. Blé-Goudet qui sont prêts à leurs propres dépens à faire passer un message? Et en ce qui concerne la liberté de rassemblement, si on ne peut pas se rassembler avec d'autres personnes pour partager vos opinions, quel est l'intérêt de cette liberté? Donc si vous voulez trouver quelque chose à reprocher à M. Blé-Goudet, n'hésitez pas, mesdames les juges, à le faire, mais pour les bonnes raisons. Reprochez-lui non pas d'avoir mobilisé les jeunes pour qu'ils soient actifs de manière civile, ne lui reprochez pas d'avoir poussé les autres à exercer leurs droits normaux. Ne lui reprochez pas d'avoir dérangé ceux qui avaient des intérêts néocolonialistes sur un pays africain, un super pays africain. Ne le reprocher quelque chose seulement si vous pensez qu'il avait une inclination délictueuse. Et si vous adoptez ma stratégie, vous n'allez pas confirmer les charges de M. Blé-Goudet, parce que si vous retirez les hyperboles, vous verrez que son message était simple et légitime. Laurent Gbagbo était le véritable vainqueur des élections et les tentatives violentes de le faire partir devaient faire face à une résistance légale et pacifique. Know how to pigeonhole Mr. Blé-Goudet. Madame le Président, Mesdames les juges, l'accusation ne sait tout simplement pas comment cataloguer M. Blé-Goudet. Elle sévit avec toute sa force en retenant toutes sortes de modes de responsabilité contre lui. D'après le document de notification des charges, M. Blé-Goudet était l'architecte, l'instigateur, le promoteur, le complice et même le contributeur après le fait. Bien entendu, le procureur dira que la jurisprudence de la Cour l'autorise à retenir des charges de manière subsidiaire, des modes de responsabilité concomitants. Elle aurait raison de le dire. Mais là n'est pas la question. En ce qui me concerne, les juges ont néanmoins la prérogative au final. Mais lorsque l'accusation adopte une telle stratégie de poursuite, qui, à mon avis, ceci, à mon avis, révèle une faiblesse de sa propre cause. Elle révèle une poursuite floue, qui est peu précise. C'est tout simplement une politique qui consiste à salir la réputation de l'accusé. Sinon, pourquoi est-ce que le procureur a consacré beaucoup de temps à l'élaboration ou à la détermination des antécédents de M. Blé-Goudet et de ses activités politiques entre 2002 et 2010 dans son document de notification de charges, document qui contient 240 pages et 2000 notes de bas de page. Comportement systématique, l'accusation vous dira. Fait similaire, preuve d'intention criminelle, elle pourrait dire aussi. Mais pourquoi est-ce que M. Blé-Goudet est traduit en justice au juste? Pour ce qu'il a fait par le passé, pour ce qu'il aurait fait entre le 28 novembre 2010 et le 11 avril 2011? Les demi-heures de pause et on revient à 11h30. La session est... All rise, vous vous levez.